On veut montrer que V est un isomorphisme. V, à savoir, ça va de F1 vers l'image de U, qui donne à chaque X V de X qui est U de X. Pour V isomorphisme, il s'agit de montrer dans un premier temps que V est linéaire. Et après, on va montrer que V est bijectif. Pour V linéaire, vu que V de X égale à U de X et que le U est linéaire, donc c'est déjà V est linéaire. Ça reste à montrer que V est bijectif. Je rappelle aux gens qui ont oublié que V, ça va de cet espace vers celui-ci. Pour montrer que V est bijectif, il suffit de montrer que V est injectif. Ça, c'est vrai, c'est l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Tous les deux sont de dimension finie, bien sûr, et ils ont la même dimension. Ce qui est vrai, comme on va voir. Dimension de F1, en vue de ça. Dimension de F1, c'est dimension de F moins dimension de quart de U. Mais dimension de F moins dimension de quart de U, c'est dimension de l'image de U d'après le théorème du rond. Je rappelle que U, regardez en haut, U c'est une application linéaire de F vers G. Donc d'après le théorème du rond, dimension de F, le F c'est, à rappeler, c'est l'espace de départ. Dimension de F c'est dimension du quart plus dimension de l'image. D'où le F1 et l'image de U, donc ils ont la même dimension. Et par la suite, je viens de le dire, il suffit de montrer que V est injective pour que V soit bijectif, ça veut dire iso. On va le faire avec le noyau réduit au singleton 0. Donc soit X appartenant à F1, qui est le départ de V. Supposons V de X égale à 0, et on doit bien sûr montrer que X égale à 0. Donc V de X égale à 0, ça veut dire que UX égale à 0, par définition. Le X appartient à F1, on a dit. Donc X appartient à F1 inter quart de U. Mais nous avons déjà que quart de U et F1, regardez ici, sont supplémentaires, donc ils sont ensemble directs. Du coup, leur intersection égale à 0. Ainsi, X égale à 0. C'est ce qu'on veut. On veut montrer ici qu'il existe une famille yr plus 1 jusqu'à ym, telle que la famille y1 jusqu'à ym soit une base de G. En général, quand on a de ce type de question, montrer que ça existe une famille telle que la famille complète soit une base, en général, il s'agit d'utiliser le théorème de la base incomplète. Ce qui suppose bien sûr que la famille y1 jusqu'à yr, au début y1 jusqu'à yr, ça va être une famille libre, pour qu'on utilise le théorème de la base incomplète. Bien. Nous avons, regardez ici, y c'est v de ei, ce qui fait y1 jusqu'à yr, c'est v de e1 jusqu'à v de er. C'est quoi sa nature? Ça sera une base. Pourquoi? Parce que le V, c'est un isomorphisme de F1 vers l'espace image de U. Et que la famille E1, E2 jusqu'à ER, c'était une base de l'espace de départ qui est F1. C'est marqué ici au début. Regardez, E1 jusqu'à ER, c'est une base de F1. Donc, l'image d'une base est une base par un isomorphisme. Donc, ça, c'est une base de l'espace d'arrivée qui est image de U. Mais, ça qui est une base, donc pour nous, ça sera quand même une famille libre, mais de l'espace, le grand espace qui est G. D'accord? Parce que l'image de U, c'était un sous-espace de G. Bien. Donc, y1 jusqu'à yr est une famille libre de G. Donc, on va utiliser, comme je viens de dire au début, théorème de la base incomplète à cette famille qui est libre. Donc, ça existera une famille de l'espace G telle que, si je la réunis avec la famille libre y1 qui est jusqu'à yr, ça va former une base de G.
Entre parenthèses, la dimension de G, c'était petit m, c'est pourquoi nous sommes allés jusqu'à petit m ici. Alors ici, on nous a demandé c'est quoi la matrice de U dans la vase B et C. Bien. Alors, je rappelle en haut que B, c'était cette base-là, E1 jusqu'à ER, jusqu'à ER plus 1, EP. Et je rappelle que la base C, c'est epsilon1 jusqu'à epsilon-m. J'ai tenu encore à rappeler encore ici que nous avons epsilon1, c'est V de E1, c'est encore U de E1. De même pour epsilon R, V de ER jusqu'à U de ER. J'ai encore rappelé que E1, ER plus 1 jusqu'à EP, ça c'est une base de Kerr de U. Bon, tournons la page. Alors, pour remplir cette matrice-là, j'ai eu les éléments de B qui sont E1 jusqu'à ER. Donc j'ai pris ici U de E1 jusqu'à U de ER, UR plus 1 jusqu'à UP. J'ai rien dit. La base d'arrivée, c'est C, qui est epsilon1 jusqu'à epsilon-m. Donc voilà, je l'ai prise, epsilon1 jusqu'à epsilon-r, epsilon-r jusqu'à epsilon-m. Maintenant, regardez. Et nous savons que U de E1, regardez ici, U de E1 en haut, c'est epsilon1. Donc U de E1, c'est epsilon1. Ce qui fait qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 1 et le reste, ce sont des zéros. De même, jusqu'à U de ER, d'après ce qui est en haut, ici, U de ER, c'est epsilon R. Donc j'aurai ici un 1 et je complète par des zéros le reste. Donc j'ai déjà obtenu cette matrice 1, 1, 1, ça veut dire l'identité ici. Et en bas, c'est un grand zéro, ça veut dire qu'il n'y a que des zéros en bas. Mais pour le UR plus 1 jusqu'à UP, mais regardez ici, ER plus 1 jusqu'à EP, c'est une base de Kerr de U. De toute façon, ce sont des éléments de Kerr de U. Du coup, tous ces vecteurs vont être nuls. Donc en bas, on n'aura que des 0, 0. Et voilà notre matrice obtenue. Ici, on a demandé en déduire que pour toute matrice M, M' P colonne, avec R, le rang de M compris entre le min de M et P, il existe deux matrices inversibles S et T, telles que M égale S, J, T-1. Bien. Alors, avant que j'avance, je veux que tous les élèves pensent à un petit réflexe. Surtout, moi, je vise ça, ce passage, ce que je suis en train de cercler ici. Pensez à cette histoire-là, cette formule de changement de base. Matrice d'une application linéaire relativement même application linéaire relativement à des bases, nouvelle base, vous avez cette formule de votre cours. Ça, c'est déjà la clé de la démonstration. Sinon, on avance. Regardez. Soit M, une telle matrice avec R égale à, compris entre le min et M et P, je dois parler d'application linéaire pour que je puisse utiliser ça. Donc, je prendrai l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice M. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, soit U, l'application linéaire canoniquement associée à la matrice M. Par définition, l'espace de départ F, ce sera R puissance P, et l'arrivée G, ce sera R puissance M, vu que notre matrice est là, P', ou plutôt M' et P colonne. Et bien sûr, je rappelle à tout le monde que la matrice de U, relativement aux bases canoniques de départ et d'arrivée, BF base canonique de F qui est R puissance P,
BG, base canonique de G qui est R puissance M, la matrice de U relativement à ces bases canoniques, c'est M. Bien, alors nous allons tout simplement appliquer la question 2. La question 2, je vous le rappelle ici, le résultat qu'on avait eu. Donc ça existait des bases B et C, telles que la matrice de U dans cette base, égale, d'après la question 2. C'est ce que j'ai écrit ici. D'après la question 2, il existe une base B de F, une base C de G, telle que l'on ait la matrice de U relativement à ces bases-là, égale à cette matrice-là, qui est le JMPR qu'on a dit ici. Bien, après, c'est presque fini. Regardez juste la formule de changement de base qu'on a appliquée à l'application linéaire U, matrice de U relativement aux bases initiales BF et BG, les bases canoniques, égale à, au milieu, la matrice de U relativement à les nouvelles bases B et C. Ici, vous avez S, vous avez ici T, avec S et T sont des matrices de passage, comme vous voyez, d'après votre cours. Maintenant, c'est fini. La matrice de U, celle-ci, c'est exactement ça, regardez. Je l'ai remplacée ici, en bas. M. Celle-ci, c'est le JMPR. Je l'ai injecté ici au milieu. Et vous avez S et vous avez T. Voilà, c'est ce qui était demandé. Voyons cette question 4. Le JMPR, qui était ça, on a demandé de le préciser dans chacun de ces trois cas-là. Bien, apprenons le premier cas, A, si R égale à P, compris strictement entre 0 et M, ce cas-là. Le JMPR, nous savons qu'elle a M', qu'elle a P colonne, et nous avons IR ici. Ce qui fait, ceci c'est P moins R. Mais avec R égale à P dans ce cas-là, P moins R égale à 0. Donc cette partie-là ne va pas figurer. On va tout simplement l'ignorer. Donc ce qui va rester, c'est ce que je suis en train d'encadrer. C'est exactement ce que j'ai eu ici. C'est ça la forme de votre matrice. Maintenant, voyons le deuxième cas, quand R égale à M, compris strictement entre 0 et P. C'est ce cas-là. Alors, je reprends encore notre matrice JMPR et la M', P colonne. Ici, c'est IR. Ce qui fait, ceci, ça va vous rester M moins R. Mais avec R égale à M, donc le M moins R égale à 0. Donc cette partie inférieure, ça ne va pas figurer. Ce qui va figurer, c'est ce que je vais vous encadrer maintenant. C'est exactement ce que j'ai injecté ici. C'est IR 0. Et enfin, le dernier cas, R égale à M égale à P supérieur strictement à 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Toujours, je rappelle l'expression ou la forme de la famille, ou plutôt de la matrice JMPR. M', P colonne. Ici, c'est R. Du coup, ici, ça va vous rester M moins P. Ici, c'est la taille P moins R. Mais avec M égale à R égale à P, je vais avoir P moins R égale à 0, c'est celui-ci. Et le M moins R égale à 0, c'est celui-ci. Ce qui fait cette partie ne va pas figurer, non plus pour celle-ci. Ce qui va rester, c'est ce que je vais encore vous encadrer. C'est ça. Alors, c'est exactement la matrice IR, ou bien IM, ou bien IP, puisque R, M et P sont égaux.